Salut à tous, bienvenue sur VK. La préparation toujours aux petits oignons. Euh, un peu rapide quoi. Bon, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Gros programme ce soir. Donc salut à tous. On va pas refaire le tour de tout le monde. Salut Xuk en haut de votre écran. Yes. Salut EasyWin. Salut Nanar et salut Rolltax tout en bas. On a un gros programme ce soir. Donc on va y aller très très vite. On va donc d'abord, vous le voyez sur la gauche de votre écran, hein, toujours le sommaire. On va commencer par un tour d'Europe des championnats. Ensuite, EasyWin nous parlera de ce qui va se passer en Ligue Europa cette semaine. Pardon. Oui. L'euro d'après repas, mais vous connaissez pas. Non, pas l'Euro Petits 2021. oignons. Et non pas l'euro 2020, ouais. L'euro, Waouh. Waouh. l'euro post-bavette d'Aloyo et gnocchi, Ça commence bien. pour être bien en forme pour les croiser. Donc après, on va faire un peu en détail parler de la Ligue des Champions parce que c'est ce qui nous intéresse, hein, franchement, cette semaine. On va parler des gros matchs qui arrivent, les 4 rencontres. Et puis, on va se faire un petit focus sur ce sujet, Mbappé-Haaland, futur duel. Est-ce que c'est les successeurs, des dignes successeurs du duel Ronaldo-Messi? Alors, c'est un titre Spoiler. spécialement aguicheur et on va justement essayer de déconstruire un peu tout ça, tous ces concepts de chercher des duels, chercher du renouveau. On va parler de tout ça un peu en détail, vous allez voir, ça va être très intéressant. Donc on va tout de suite attaquer avec les championnats et mon cher EasyWin, la Serie A s'il te plaît. Oui, la Serie A. Alors, quelques surprises pour une fois. Donc tout d'abord, donc l'Inter reste leader et même assoit sa domination sur la Serie A. On va le voir grâce à un but de Lukaku, une victoire 1-0 face à Bologne. Assoit sa domination sur qui? Sur le Milan AC. Pourquoi? Parce que le Milan a été tenu en échec 1-0 par la Sampdoria. Ils peuvent remercier leur super sub Aougué qui sauve le Milan en fin de partie, en fin de match. Et à noter quand même dans ce match le très beau but de Quagliarella sur une faute de relance de Théo Hernandez. Quagliarella intercepte et instantanément on reprend la balle pour lober Gigi Donnarumma. Ça fait pas les affaires du Milan, mais ça fait les affaires de l'Atalanta, troisième, qui, grâce à sa victoire contre l'Udinese, remonte petit à petit, commence à reprendre du terrain. Ça reprend du terrain sur les deux de devant, et notamment grâce à ces Colombiens, donc doublé de Muriel et un but de Zapata pour l'Atalanta. Et pourquoi ils reprennent du terrain? Parce que la Juve n'y arrive pas. La Juve, depuis l'élimination avec des champions, n'y arrive pas. Donc là, c'est le derby de Turin contre le Torino. Le Torino, de partout. Donc pas de gagnant dans ce match, dans le score, mais par contre des gagnants au classement, notamment le Torino qui gagne eux en points et du coup s'éloigne un peu de la zone de relégation pris par la 10e place de Cagliari. Et par contre, un perdant, c'est la Juventus qui, même si le match en retard face à Napoli sera joué mercredi, eh ben la Juventus qui a 12 points de l'Inter Milan, ils peuvent déjà dire adieu au titre. À noter quand même depuis l'arrivée de Sanabria au Torino, le Torino ça marque un peu plus. Dans les stats ça se voit pas. Et Sanabria fait beaucoup de bien. Alors, on a parlé du match Juventus-Naples. Naples Croton qui a ce week-end. Donc, par contre, c'est compliqué. Naples, festival offensif. Hein, ils ont marqué 4 buts, mais ils en ont pris 3 face à Croton. Donc, ça séduit offensivement, mais ça inquiète derrière. Voilà, donc c'est la lanterne rouge, quand même, Croton qui a mis 3 buts à Naples. Donc, attention au choc du coup contre la Juventus en match en retard de 4e journée où va falloir être plus solide parce que ça marquera sûrement moins contre la Juve. Avant-dernier match dont on va parler aujourd'hui, Lazio Spezia, 2-1 pour la Lazio, victoire à l'arraché grâce à un but de Caicedo sur penalty à la 89e minute. À noter quand même le sublime but de Verde pour Spezia, je ne peux que vous inviter à aller le voir, un retourné acrobatique magistral. Et enfin dernier match, la Roma qui était bon contre les faibles contre les gros, n'y arrive plus contre les faibles, ce qui fait que la Roma s'enlise en milieu de première partie de tableau, 7ème. Donc ça confirme sa mauvaise forme actuelle, hein. Et puis Sassuolo, à titre informatif, Sassuolo a fait 430 passes de plus que la Roma dans le match. Et Sassuolo a eu 70% de possession, donc l'Europe s'éloigne en championnat pour la Roma. Et du coup, ils ont plus que la Ligue Europa en route de secours, on en parlera tout à l'heure, avec un quart contre l'Ajax. Voilà pour la Serie A. Eh ben super EasyWin, merci. Donc on va suivre cette fin de saison avec attention et on va tout de suite enchaîner notre petit tour d'Europe en parlant des résultats de la Première Ligue. Hein. Vous savez bien, en haut du classement, c'est Manchester City, toujours qui a confirmé son excellente forme, je vais pas dire bonne forme parce que c'est simplement des monstres, en l'emportant 2-0 à Leicester, donc face à des, entre guillemets,
concurrents directs, même si c'est pas du tout le cas, les troisièmes du championnat. Donc un but à noter de Benjamin Mendy, quand même un beau but du droit. À côté de ça, Chelsea subit sa première défaite de l'ère Tuchel, avec un petit carton rouge de Thiago Silva et 5-2 pour West Bromwich Albion face aux Blues. À côté de ça, nous avons eu quelques autres matchs intéressants. 3-0 pour Liverpool à Arsenal. Donc Arsenal pas au niveau et Liverpool qui se met en confiance avant la Ligue des Champions. À côté de ça, United l'emporte face à Brighton malgré l'ouverture du score de Brighton. Finalement 2-1 pour United au plus grand désarroi de notre cher Roultax sur un but de Danny Welbeck. Pourtant Brighton avait ouvert le score. Enfin bon, et aujourd'hui, ce soir à 21h15, dans 3 minutes, commence West Ham face à Wolverhampton. West Ham qui s'est finalement éloigné des places qualificatives en Ligue des Champions, mais qui peut encore chercher, si par une victoire il reprendrait la 5e place, et même la 4e, donc passerait devant Chelsea et serait qualifié en Ligue des Champions. Voilà pour ce qui s'est passé ce week-end en Première Ligue. Et là, vous voyez Everton, Crystal Palace qui est en cours, mais Everton a bien fait un but partout face à Crystal Palace. Donc Everton n'a que 47 points, les amis. Voilà, mais ne bouge pas au classement. Et bien 8e. Voilà, c'est tout bon pour la Première Ligue pour ce soir. On va enchaîner tout de suite, mon cher Nanar, avec ce qui s'est passé en Liga ce week-end, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Et ben, un beau week-end en Liga, puisque donc on l'a vu, le premier match de cette journée, c'était Levante contre Huesca. Huesca qui a gagné à l'extérieur avec un très joli but que m'a fait remarquer notre cher Luigi Win, qui est toujours à l'affût des jolis buts. Donc allez le voir si vous avez l'occasion. Villarreal s'est imposé 3-0 à l'extérieur sur la pelouse de Grenade, donc très gros match de Villarreal. Le Real Madrid s'impose logiquement 2-0 face à Eibar, avec encore un but de Karim Benzema. On reviendra dessus quand on parlera de la Ligue des Champions et du match qui s'annonce contre Liverpool. Osasuna et Retafe ont fait 0-0. Alaves perd 3-1 à domicile contre le Celta Vigo. Le Betis Séville et Elche font 1 partout. Valence perd des points face à Cadix et perd 2-1. Et Séville crée la surprise en quelque sorte, fait perdre un peu de terrain à l'Atlético, puisque l'Atlético a perdu 1-0 contre Séville à l'extérieur. Et ça fait les affaires du FC Barcelone qui joue dès ce soir face à Valladolid. Donc si Barcelone l'emporte ce soir, ils pourront revenir ils pourront être deuxième du classement et revenir à un point normalement de l'Atlético. Je ne sais pas s'il y a le classement qui est affiché. Sur le... Si, c'est parfait, nickel. Donc voilà, si Barcelone, comme je vous le disais, gagne ce soir, il reviendrait à un point de l'Atlético Madrid. Donc ça relancerait encore un petit peu plus le championnat. Et puis comme on le voit au niveau du classement, Séville a perdu quelques matchs ces derniers temps. Enfin, on en a perdu un et du coup ça fait quand même qu'ils se sont bien détachés au classement. Le Betis Séville et Villarreal vont encore essayer de s'accrocher pour une place en Europa League. Et puis derrière, on le voit, la Real Sociedad et le Celta Vigo. Là, il y a vraiment un écart qui se fait. Et puis quand on regarde le bas du classement, c'est Alaves, Eibar et puis Huesca avec peut-être Elche qui vont s'arracher. Valladolid devrait normalement s'en sortir sans trop de difficultés. Mais voilà ce qui s'est passé en gros en Espagne ce week-end. Ok, merci Nanar. Petite question, Barcelone champion d'Espagne alors? Écoute, ça peut. Ils ont plus que ça à jouer, donc je reviendrai quand j'allais parler du Real Madrid dans la Ligue des Champions. Mais voilà, contrario, le Atlético et Barcelone n'ont plus que le championnat à jouer, avec une coupe, il me semble, une finale encore. Mais en tout cas, ils n'ont plus que le championnat à jouer, donc ça va être très très serré. Et le Real Madrid peut encore sortir son épingle du jeu, donc vraiment ça va être très animé, je pense, cette fin de championnat, comme beaucoup de pays d'ailleurs en Europe. Ce n'est pas pour nous déplaire. Merci mon cher Nanar. Que s'est-il passé en Bundesliga ce week-end, s'il te plaît? En Bundesliga, j'étais pas prêt, il faut que je me prépare à foutre le truc. Très bien, on a eu pas le derby, mais le match le plus important de ce week-end, c'était Bayern de Munich contre le RB Leipzig, remporté par le Bayern de Munich sur un but de Leon Goretzka et encore une passe décisive de Thomas Müller qui signe sa 14e passe décisive déjà depuis le début du championnat. Wolfsburg a gagné, ce qui fait les bonnes affaires de Wolfsburg qui reste dans le top. On en fera un sujet quand la LDC sera finie, évidemment. Eintracht a gagné aussi. Et par contre, la mauvaise opération, c'est le Borussia Dortmund qui perd du coup 2-1 face à l'Eintracht. Et l'Eintracht qui confirme sa 4e place pendant que Dortmund
s'éloigne des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc sans Ligue des Champions, Dortmund, compliqué que ce soit financièrement ou pour garder des joueurs. On pense notamment à Erling Haaland, évidemment, dont on reparlera. Et on reparlera de Dortmund d'ailleurs plus tard. L'Eintracht et Wolfsburg qui se maintiennent pour se qualifier en Ligue des Champions, ce qui est exceptionnel. Et par contre, attention à la pression sur Dortmund, qui peut aussi ne pas être qualifié en Ligue Europa si les Leverkusen arrivent à revenir ou arrivent à faire mieux. Voilà. On a eu la victoire à noter de Mönchengladbach, deuxième victoire d'affilée, après les 5 défaites d'affilée presque de Marco Rose et l'équipe de Marco Rose de Mönchengladbach, avec un doublé de Marcus Thuram, le français, vive la France. Et sinon, Augsburg-Hoffenheim, pour noter le magnifique but de... Est-ce que je me tente à prononcer son nom? Allez, c'est parti. Non, c'est Robert Skoff, excusez-moi. J'ai cru que c'était un nom compliqué. Sur une demi-volée pavardesque, dirons-nous. Et, Joli. Et voilà, c'est tout. Schalke qui perd encore, enfin un classique quoi. Un classique Bundesliga. Un week-end en Bundesliga. Voilà, mais le Bayern du coup qui s'éloigne vers la Pardon, première je place. Voilà, c'est le Bayern qui s'envole vers la première place, à contrario de Leipzig qui se fait presque revenir dessus par Wolfsburg. C'est tout pour moi. Eh oui, grosse saison de Wolfsburg, hein, impressionnant et toujours, hein, tu les voyais pas se maintenir aussi haut et ben finalement ils te donnent tort et Dortmund Exact. passe à côté de sa saison en championnat, on peut le dire, hein, ils vont tout donner en Ligue des Champions. Bon, On en parle juste après et on va finir ce tour des championnats, mon cher Roultax, avec la Ligue 1 s'il te plaît. Ouais, alors la Ligue 1, pour tout vous dire, j'ai passé un week-end nul à chier. Honnêtement, il n'y a rien qui allait. Bon, bah déjà, on va parler du match de Lyon. Voilà, Lyon qui fait un nul à domicile contre Lens, qui méritait presque de perdre. Qui a C'était eu à un l'extérieur, but, non Ah oui, c'était à l'extérieur, pardon, ouais, excuse-moi. Ouais, je je me- pense que c'était Ouais. à la Qui Beaujoire. aurait presque, Non, pardon. qui aurait presque dû mériter de perdre, rien que pour se mettre un bon coup de pied là où je pense pour après repartir. Mais bon, c'est comme ça. Donc Lyon qui prend du retard sur Monaco qui continue son chemin de on joue juste la 4e place, mais on avance, on essaie d'aller plus haut. Lille qui a super victoire contre Paris, Paris qui alterne l'exceptionnel et le beaucoup moins bon, mais ça c'est pareil, on y reviendra tout à l'heure pour la LDC. Autrement, Marseille qui me fait perdre mon pari de la semaine en gagnant contre Dijon 2-0, 2 buts de défenseurs, donc pour donner un peu le niveau face à la Lanterne de Rouge, qui est à un match de battre le record de défaites consécutives, un record qui date d'il y a 80 ans. Le plaisir. Et Saint-Etienne qui gagne le match contre la peur, un match qui valait 6 points, voire 9 points même contre Nîmes. Le troisième gardien, ça sort de nulle part, il sort un penalty, il fait des super arrêts, il fallait de toute façon bien ça à Saint-Etienne pour se sauver, c'était bien un troisième gardien, vu le niveau de l'équipe première. Mais bon, ça reste Saint-Etienne. Et à noter aussi la victoire de Lorient, qui moi, Lorient, c'est une équipe qui me fait plaisir, que je trouve vraiment pas à sa place, Ouais. et qui sur les 5 derniers matchs a un meilleur ratio de points que certaines équipes du top 4. Donc pour dire que s'il y a bien quelqu'un que je sauverais dans le bas de tableau, ce serait Lorient. A contrario de Nantes, qui perd encore à domicile contre un semi-concurrent qui est Nîmes. Pour citer leur défenseur et capitaine Nicolas Palois, guillemets, on est dans la merde. Fin de guillemets. Voilà, c'est tout pour moi pour la Ligue 1. Il a vraiment dit Merci, ça, Palois. Roultax. Oui, Palois a fait Ouais, voilà. J'ai une même pas interview de vu. sortie de match où il était vraiment désespéré, mais nous pouvons le comprendre. On voit ça. Eh bien, merci messieurs pour ce petit tour de ce qui s'est passé ce week-end dans les championnats nationaux. On va tout de suite te parler de la première compétition européenne qui nous attend cette semaine. Bon, pas la première chronologiquement, hein, vous savez, c'est le jeudi. Mon cher EasyWin, tu nous as préparé quelques petites infos à propos de la Ligue Europa. Ouais, alors on va commencer très rapidement pour vous dire un petit truc, parce que tout à l'heure je me suis un peu baladé sur le site de l'UEFA Europa League, et j'ai eu quelques petites stats qui étaient marrantes, notamment que en Europa League, il y a en moyenne 3,04 buts par match. C'est quand même pas mal, ça fait un but tous les 31 minutes si on suit si on regarde ce qui s'est passé cette saison. Donc ça, je trouve ça sympa quand même à signaler, parce que des matchs à 3 buts, bah, mine de rien, dans le foot moderne, même si ça arrive souvent, bah, en Europa League, ça arrive encore plus souvent que dans d'autres compétitions, donc c'est toujours sympa à regarder.
Donc, on va commencer par parler du Dynamo Zagreb face à Villarreal. Donc, je sais pas si Xu, tu peux mettre le visuel. Oui, oui, je suis en train. Vas-y. Merci beaucoup. Donc Zagreb-Villarreal, donc Zagreb qui comme son adversaire, sont passés par l'Europa League. Donc, la première place du groupe pour les deux. En 16e de finale, Zagreb a sorti Krasnodar. On s'en rappelle, hein, 2 victoires. Et Villarreal de son côté a éliminé Salzbourg, pareil, 2 victoires. Et surtout en 8e de finale, Dynamo Zagreb a sorti, s'il vous plaît, Tottenham de Mourinho. Grâce à un 3-0 match retour magnifique, tandis que Villarreal, eux, ont sorti le Dynamo Kiev. Bon, c'est pas la même ligne dans le CV, quoi, mais ça reste quand même intéressant. Donc, 4 petits joueurs à suivre durant cette double confrontation. Évidemment, Mislav Orsic, le joueur qui a qualifié auteur du triplé face à Tottenham, donc qui fait justement partie de ces joueurs à suivre, donc avec 5 buts et 2 passes dans la compétition. Lovro Majer aussi, longtemps annoncé du côté de l'OM, on s'en rappelle, un futur grand crack qui malheureusement n'a peut-être pas percé aussi vite qu'il est le monde du foot l'aurait voulu. 2 buts, 4 passes décisives. Du côté Villarreal, a noté leurs 2 attaquants, Paco Alcacer, 5 buts, 1 passe décisive. Et Gérard Moreno, comme Nanar l'a dit, qui a marqué les 3 buts de son équipe ce week-end. 4 buts et 4 passes décisives dans la compétition. Voilà pour ce match, du coup. Ah oui, j'avais préparé les cotes, excusez-moi. Excusez-moi, j'avais préparé les cotes sur le côté. Et du coup, c'est Villarreal, toc non? toc toc. C'est Villarreal, 80% des votes pour une cote à 2,13, tandis que Zagreb a une cote à 3,40 avec 14% des votes. Vous aurez compris, le reste c'est pour le match nul. Voilà pour ce premier match. Ensuite, nous allons enchaîner avec une des surprises, je vais dire la surprise, mais non, il y en a plusieurs. C'est c'est Granada, l'équipe espagnole face à l'ogre Manchester United. Donc Granada, pareil, sortie de groupe d'Europa League, donc à 2e place par contre. Ouais, voilà. Manchester, j'allais dire pareil, mais pas du tout. Manchester, c'était en Ligue des Champions, reversé Ligue des Champions, 3e dans le groupe du PSG, on s'en rappelle très bien. Ils ont éliminé la Sociedad, notamment avec un gros match à l'aller, puis en non-match au retour, 4-0, on s'en rappelle. Et en 8e, c'était le choc aux allures de Ligue des Champions face à l'AC Milan, où ils s'en sont sortis victorieux, mais pas de la meilleure des manières. Hein. Ouais, c'est clair, c'était très pénible. Autant regarder que je pense qu'à participer. Il y avait du niveau en face quand même. Ah oui, bien sûr, mais c'était laborieux quand même quoi dans l'envie, dans la façon de jouer, c'était quand même laborieux. Pour Manchester United, oui. Pour Manchester United, bien sûr. Et de son côté, Grenade qui avait surpris tout le monde et qui a dû faire perdre beaucoup d'argent aux bookmakers en sortant le Napoli en 16e de finale. Voilà, et puis 8e de finale face à l'équipe un peu surprise qui est sortie Offenheim, Molde. À noter du coup les 4 joueurs, donc à Grenade c'était compliqué de mettre 2 joueurs étant donné que il y a pas vraiment de buteurs et ils marquent tous en but dans l'équipe, j'ai l'impression que c'est chacun leur tour ils marquent chacun leur tour quoi. Donc j'ai sorti comme Darwin Marquis, tout à fait, qui est dans le truc, mais parce que c'est le meilleur passeur de son équipe, pas savoir pourquoi. Et j'ai mis du coup Jorge Molina, donc 2 buts, 1 passe décisive pour Grenade. Du côté Manchester United, évidemment, étant donné que Martial est blessé jusqu'à la fin de la saison, sur même l'Euro, Bruno Fernandes, toujours présent. Donc en plus, c'est le meilleur buteur du club en Ligue Europa, 2 buts, 1 passe décisive. Et j'ai mis Paul Pogba, il y a beaucoup de joueurs à une passe décisive, il doit en avoir 3 ou 4. J'ai décidé de mettre Paul Pogba parce qu'il était français. Voilà, Cocorico. Cocorico. Et qui fait des bons matchs récemment aussi. Bah, c'est ça, c'est qu'il fait des bons matchs à Manchester, surtout il revient un peu fort. Oui, bien sûr. C'est là où il faut qu'il se montre. Pardon. C'est clair, non mais t'as totalement raison. Et pour finir, à Manchester United, du coup, cote à 1,60, 94 des intentions de vote, mais on n'est pas du tout en politique là. 94% des paris sur Manchester United et une cote à 5,90 pour Grenade. Le bon avec sondage 3% Ipsos. des paris. Le bon sondage. Voilà pour cette affiche. Donc on va un petit peu accélérer, on a fait la moitié. Donc on va enchaîner avec Arsenal Slavia Prague. Donc Arsenal pareil, premier de groupe B. Donc avec 6 victoires, c'est très bien, parcours net et sans bavure. Slavia Prague, 2e du groupe C, donc le groupe, on se rappelle, de Nice. Vous vous en rappelez plus, j'en suis certain. Si, c'est vrai, putain. Donc parcours, les 2 équipes ont un plutôt beau parcours quand même.
Arsenal qui sort Benfica en CM de finale avec un nul, une victoire. On s'en rappelle le 3-2 laborieux au retour face à Benfica, c'est très compliqué, merci Obama. Du côté de Slavia Prague, c'était Leicester, donc c'était la première grande surprise de cette équipe. En huitième de finale, Arsenal avait survolé, avait dominé son sujet à l'aller à l'Olympiakos et avait beaucoup plus de mal à domicile au retour, où ils étaient fait surprendre par l'équipe grecque, tandis que Slavia Prague, eux, ils avaient encore fait une mini-surprise en sortant les Rangers contre l'avis de Xuk, qui était sûr que le Slavia allait se prendre une volée. Non, Et pas une finalement, volée. Oh, Ah, c'était mon avis. C'était mon avis. T'avais dit On- 4-0, hein. on déforme, Festival mes... offensif. on déforme mes propos, c'est ouais, c'est vrai incroyable. qu'entre 4-0 et 0-2, bon bref, c'était juste histoire de titiller. Putain, c'était Sur la Arsenal, descendance de Xuk, c'était moi qui avais dit ça, mais bref. ah Mais mais oui. Zuc aussi l'avait Non, dit, j'avais il me dit semble. aussi. Ah, De toute ok. façon, Ok. On était Arsenal, d'accord, du Romplex. coup, Eddie Nketiah que j'ai mis dans c'est le meilleur buteur du club en Ligue Europa. Il y a également Aubameyang qui a 3 buts. Bon, je trouvais ça plus sympa de mettre un petit jeune qui a juste joué, je pense, les 6 matchs de groupe. Bon, je trouve ça quand même sympa, parce que quand même, on sait qu'Arsenal, ils ont quand même un gros centre de formation, mine de rien. Et puis j'ai mis Nicolas Pepe aussi, qui a 3 buts et 3 passes décisives dans la compétition. Normalement, ça aurait été Joe Willock, vu qu'il a fait 4 passes décisives, sauf qu'il est parti à Newcastle durant cet hiver. Du coup, je l'ai pas mis parce que il appartient plus à Arsenal, en tout cas jusqu'à la fin de la saison au moins. Côté Slavia Prague, le meilleur buteur du club en Europa League, c'est Abdallah Sima, pardon, 4 buts, une passe décisive. Et puis on le connaît, Nicolae Stianchou, on le connaît pas personnellement, mais genre c'est un nom qu'on voit, Stanchu, c'est un nom qu'on voit de façon récurrente, notamment avec la Roumanie. 3 buts, 3 passes décisives, c'était plutôt correct. Pour cette équipe du Slavia Prague, en termes de cote, et ben comme vous pouvez l'imaginer, ils ne partent pas favoris. Cote à 1,56 pour Arsenal avec 91% des parieurs, et tandis que le Slavia Prague c'est 5,55 avec 5% des parieurs. Nice. Et pour terminer, dernier match, sûrement pour moi le plus beau sur le papier, Oui. l'Ajax contre la Roma. L'Ajax, pareil, on connaît, troisième de son groupe de Ligue des Champions, le groupe de Liverpool. Contre la Roma, premier de son groupe A, voilà, ils n'ont pas eu trop de difficultés à se qualifier. Voilà, c'était un groupe largement à leur portée. Donc l'Ajax, on s'en rappelle, ils ont sorti Lille, le LOSC, en de finale 2-1, victoire 2-1 à Pierre Mauroy et puis à la Johan Cruyff Arena. Ils ont sorti les Young Boys aussi facilement en dominant leur sujet à 3-0, 2-0 net et sans bavure. Côté de la Roma, on a joué deux équipes, on va dire, correctes d'Europa League. On a joué Braga, l'équipe portugaise, 2 victoires. Encore une fois, le sujet était maîtrisé. Pareil contre le Shakhtar Donetsk. Le Shakhtar Donetsk, j'ai trouvé la Roma surprenamment Solide. dans son match, solide. Ça m'a surpris, mais bon, c'est de bonne augure pour cette équipe. Donc on sait en plus la forme qu'elle a actuellement. Donc des joueurs, un côté joueur Dusan Tadic, qui est le meilleur buteur de l'Ajax en Europa League, encore une fois. 3 buts de passes décisives, et c'est pareil du côté passe décisive, vu que Tadic était et le meilleur buteur et le meilleur passeur, je savais pas trop qui mettre, mais j'ai mis le petit Davy Klaassen, 2 buts, une passe décisive, parce que ça fait longtemps qu'il est au club. Franchement, pour moi, il fait une de ses meilleures saisons depuis qu'il est à l'Ajax, Davy Klaassen. Il y a deux Et le tauliers côté là. Roma, et il y a 2 tauliers, c'est clair. Et côté Roma, donc le meilleur buteur de la compétition, le de seul, loin. donc ex-aequo avec notamment, ils sont 3 ex-aequo avec 7 buts. Il me semble aussi Yasice qui a 7 buts, mais bon, Lille est éliminé. Donc Borja Mayoral qui a l'occasion du coup de prendre enfin seul cette première place de meilleur buteur de la Ligue Europa en marquant. Donc 7 buts quand même déjà pour lui dans cette compétition. 2 passes décisives. Et le bon français Jordan Verretou en but, 3 passes décisives pour ce qui est du meilleur passeur de cette équipe romaine. En termes de cote, mon téléphone s'est encore verrouillé. Ajax cote à 2, Roma cote à 3,45. Et par ailleurs, voit l'Ajax à 76%, la Roma 13% et le nul 11%. Quelle saison de Jordan Verretou, juste pour revenir, il fait Ah, une excellente saison à la c'est Roma. clair, hein. Alors j'en profite juste du coup, tu dis ça pour rebondir. Je sais pas si vous avez vu, l'équipe avait sorti un sondage sur vos 23 pour l'Euro, les 23 que vous emmèneriez à Mhm. l'Euro. Moi j'ai mis Jordan Verretou. Ouais, il Voilà, à la place mériterait d'un cette Moukassi, saison. à la place d'un Sissoko, voilà. Bon bref, c'était juste une petite aparté. Ça se respecte à la place d'un Sissoko, j'entends. Sissoko qui ne joue pas en plus en ce moment. Donc oui, je suis totalement d'accord. Et Verretou mérité pour la saison qu'il fait à la Roma. Mais bon, quand on voit Clairement. que Dédé ne prend pas Théo Hernandez, on peut se poser des questions.
c'est clair, c'est clair. Eh bien, merci Ziwin pour ce tour de ces rencontres d'Europa League qui arrivent cette semaine. Et on va tout de suite attaquer la deuxième partie de l'émission et parler des matchs de Ligue des Champions. Donc première rencontre, hein, sûrement pour la plupart la moins hypante, entre guillemets. On va quand même en parler un petit peu, hein, de ce Porto-Chelsea. Porto, c'est des outsiders, après c'est des habitués, hein, quand même de la Ligue des Champions. Et voilà, ils devaient pas passer contre la Juve et ils ont été surprenants. La Juve a été surprenamment aussi pas au niveau. Voilà, ça fait quelques contre-performances pour les Turinois. Mais c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette confrontation entre le FC Porto et Chelsea. On est bon, Zuc? Oui, oui, quand tu veux pour afficher. Bah, direct, hein, y a pas, Eh bah, pas midi à 14h, mon gâté, on y va. Et bah, c'est fait, donc fonce. Fonce, garçon. Et ben c'est parti, merci l'ami. Alors quelques petites informations à noter quand même, c'est que les deux matchs aller et retour auront lieu à Séville pour cette rencontre. Ce qui est très étonnant, hein, mais Covid Life, vous connaissez les Bayous, voilà les deux rencontres qui auront lieu en Espagne. Quelques absences importantes à signaler pour ce match aller. Absence, comme vous le voyez dans le petit visuel déjà, du top buteur du FC Porto, Sergio Oliveira, qui reste l'auteur du but de la qualif face à la Juve à cause des jaunes accumulés, parce qu'il a pris un jaune encore dans ce match, et aussi l'absence de Mehdi Taremi, qui est meilleur buteur du FC Porto, en Liga NOS, qui est le joueur iranien qui a été expulsé face à la Juventus. On a un PP qui avait des doutes, mais qui est finalement rétabli et qui sera bien présent pour cette rencontre. Et N'Golo Kanté du côté des Blues, qui sera probablement absent face à Porto, selon son entraîneur Thomas Tuchel. Voilà quelques stats intéressantes dans tout ça. On voit les top buteurs de chaque côté, donc Oliveira qui sera absent, Olivier Giroud qui est à 6 buts, on se demande s'il va démarrer le match. Niveau des passes, hein, il n'y a pas de top passeurs de chaque côté. On est sur des petites stats niveau passe D. Voilà, en huitième évidemment, comme je vous l'ai dit, le FC Porto qui s'est débarrassé des Bianconeri. De son côté, Chelsea a tapé un grand coup en éliminant l'Atlético Madrid avec 2 victoires, 1-0 là-bas et 2-0 à Chelsea. Niveau palmarès de ces deux équipes, hein, voilà, on sait que la dernière Ligue des Champions remportée par le FC Porto date de 2004. Ils en avaient gagné une avant l'ère Ligue des Champions en 1987, mais voilà, ils l'ont remporté avec José Mourinho en 2004, rappelez-vous. Et pour Chelsea, la dernière Ligue des Champions remportée, la seule, date de 2012. C'est deux équipes qui sont plutôt bien en championnat. Chelsea qui a eu un début, milieu de saison un peu compliqué, mais qui revient bien, qui est de nouveau en haut du classement. De son côté, Porto est derrière le Sporting Portugal, mais voilà, ils sont seconds. Porto qui est en très bonne forme avec 4 victoires consécutives. Chelsea qui a subi ce week-end, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sa première défaite sous l'ère Tuchel. Voilà, donc qui stagne un peu à sa 4e place, qui va pas bien pouvoir regarder plus haut et qui doit faire attention car ils peuvent perdre leur place ce soir en cas de victoire de West Ham en championnat. Voilà ce qui est des côtes. Je suis vraiment estomaqué de la côte que vous voyez sur votre écran. 4,6 pour Porto. Je trouve ça quand même assez extrême. J'aurais plus vu un petit 3,5 max. Voilà, j'ai vu certaines cotes à 5 carrément pour Porto. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Mon cher Roultax, qu'est-ce que tu penses de cette rencontre, s'il te plaît? Petit prono de ta part. Je ne sais pas. Honnêtement, ça dépendra. Je pense que ça dépendra beaucoup de Chelsea et de la forme qu'ils affichent. J'ai vraiment l'impression, c'est une équipe qui fait le bon et le moins bon. C'est quand elle veut, c'est si elle veut, c'est si les joueurs ils s'entendent bien, c'est s'ils sont dans un bon mood. Hein, j'ai l'impression. Alors que Porto, on sait qu'ils vont jouer le coup à fond, ils vont jouer leur jeu, et puis après on verra bien. Honnêtement, cette rencontre, j'ai pas grand-chose à dire. D'accord, Voilà. d'accord. Ben, merci, mon Roultax. Ouais. On est tous un peu d'accord. On va bien voir ce que cette rencontre a à nous proposer. On se demande quelle équipe va aligner Thomas Tuchel. Je me demande comment le FC Porto va pouvoir pallier à ces deux absences. On va voir ça très vite et puis on en reparlera le week-end prochain. Ben, EasyWin, est-ce que tu as un petit avis à donner, toi, sur cette rencontre? Bah que le Portugal je regarde pas du tout, donc c'est compliqué de donner un avis constructif. Après moi, dans ce que je ressens sur ce match, c'est que Chelsea a les cartes en main et ce sera Porto, comme a dit Roulta, Porto va jouer à fond et du coup
Chelsea semble être supérieur, donc à voir si Chelsea choke, laisse trop d'occasions à Porto. Dans ce cas-là, pourquoi pas Porto sort gagnant, quoi. Mais sinon, je pense que Chelsea a quand même les clés en main. D'accord. Et mon cher Nanar, on va tout de suite enchaîner, s'il te plaît, sur une des Excusez-moi. rencontres intéressantes de cette semaine entre Liverpool et le Real Madrid. Tu as plusieurs choses à nous dire. Vas-y. Effectivement, c'est une très très belle rencontre. Moi, je trouve que les 4 rencontres sont intéressantes. C'est vrai qu'après, pour une fois, il n'y a pas des petits poussets qui affrontent des gros. C'est les 2 petits poussets, on va dire les 2 outsiders qui s'affrontent l'un et l'autre. Donc, on sait que l'un des 2 va passer, c'est cool. Donc, tous les matchs sont importants, mais effectivement, Liverpool, Real Madrid, on va le voir, il y a une petite histoire qui commence à se mettre en place, dû notamment à la dernière rencontre de ces 2 équipes, à savoir en finale de la Ligue des Champions, avec le scénario en plus qu'on lui connaît. Je ne sais pas si Xu, tu peux balancer la première diapo. Ouais. Mais voilà, en gros, on va le voir, effectivement, ça a été marqué par plusieurs faits, par 2 matchs, dont notamment une blessure de la star de l'équipe de Liverpool à ce moment-là. Et puis Ramos qui n'est pas expulsé. Alors c'est vrai que la faute est litigieuse, mais voilà, c'était quand même un fait marquant. Et puis derrière, les erreurs, on va dire la première erreur de Karius qui permet à Benzema de marquer son premier but en finale de Ligue des Champions, il ne faut pas oublier. Et puis derrière, Gareth Bale qui rentre sur le terrain, qui nous sort un but stratosphérique. On les regardait la dernière fois avec Thib et Bianco, les plus belles retournées. C'est vrai que celle-là, elle est quand même incroyable. Elle sort de nulle part. Et puis derrière, Bale nous claque un doublé. Donc voilà, c'était pour la dernière rencontre. Avant ça, ils s'étaient rencontrés en phase de poule où le Real Madrid avait aussi dominé, on le verra tout à l'heure. Mais je voulais juste revenir un peu sur l'état de forme actuel des 2 équipes. On voit que Liverpool, on va le voir, et va, je pense, vouloir se rattraper avec la Ligue des Champions, en essayant vraiment d'aller jusqu'au bout. On le voit, ils sont le 7e à 22 points. Bon, alors après, c'est une saison particulière, me direz-vous, tellement Manchester City écrase tout, mais ils sont à 22 points du leader Man City. Faut pas oublier que c'est quand même les derniers vainqueurs de la Ligue des Champions côté club anglo-saxon. Donc, et c'est de même pour le Real Madrid, puisque c'est les derniers clubs à avoir gagné, en plus 3 fois de suite, la Ligue des Champions, donc, comme club espagnol. Et on voit le Real Madrid qui était ce soir, avant le début du match de Barcelone, 2e à 3 points du leader et rival, l'Atlético Madrid. Donc, à voir ce que Barcelone vont faire. Je vous tiendrai au courant à la mi-temps du résultat. Mais voilà, on va dire que pour l'instant, ils sont 2e. Et puis, comme je vous le disais, c'était les derniers vainqueurs. Donc, voilà, en plus, on voit les 2 images, les 2 faits marquants, on va dire, de cette dernière rencontre. Je ne sais pas, messieurs, je voulais vous poser cette question pour clôturer ce premier diapo, on va dire. C'est est-ce que pour vous, cette finale, que malheureusement, le Liverpool n'a pas pu gagner, va laisser des traces pour ce match aller-retour? Est-ce que pour vous, ils vont encore y penser entre l'histoire de Salah, tout ça, ou est-ce qu'il y aura un esprit vraiment de détermination et de revanche? Il y a pas Ramos. Donc voilà, du coup, je vais donner la parole à Bianco. Du coup, je sais pas, toi qui du coup regarde plus particulièrement la Première Ligue, Liverpool, on sait, pas dans une forme olympienne. On va regarder après leurs derniers matchs en championnat. Mais est-ce que pour toi, tu as un petit avis déjà sur ce match et sur la finale? Est-ce que ça va laisser des traces ou pas? Moi, je pense pas. Je pense que Liverpool va être surmotivé, vu comme tu l'as dit précédemment, vu la saison qu'ils font. C'est plus la même équipe en face, c'est plus le même Real de Madrid, c'est plus les mêmes joueurs. De l'autre côté, Liverpool, l'effectif est plus proche de ce qu'il y avait à l'époque. Donc pour moi, Liverpool va être surdéterminé, il va y avoir cet aspect de revanche. Ils ont tout à jouer dans cette Ligue des Champions. Le Real Madrid aussi, mais je pense pas qu'ils vont aller au bout. Pour moi, le Real Madrid cette saison, mais après... on reviendra dessus tout à l'heure. Ils vont me faire mentir. En tout cas, ça va être une belle rencontre, mais je pense je mettrai une pièce sur Liverpool quand même. Sur Liverpool, sur le match aller-retour. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Ça marche. Et balance-nous la deuxième diapo, mon Dieu, si tu veux. Et puis comme ça, on va pouvoir parler justement de la forme un peu plus de façon précise. Puisqu'on va le voir. Donc voilà, déjà sur les dernières rencontres, donc c'est ce que je vous disais. C'est le Real Madrid qui domine largement Liverpool, on va le dire. Alors, on le voit là, en tout, ils se sont rencontrés 6 fois sur la scène européenne. Sauf que les 3 fois où malheureusement Liverpool a gagné, c'était avant 2010. Donc j'ai décidé de ne pas mettre les matchs parce que les équipes étaient vraiment... c'était même pas des équipes, mais des générations totalement différentes. Donc je voulais vraiment mettre, on va dire, ce qui s'était passé sur, on va dire, les 5-10 dernières années. Et on voit que c'est le Real Madrid qui a l'avantage. Avec, comme je vous l'avais dit, le match aller-retour, le match de poule.
en 2014, où le Real Madrid avait explosé à Anfield avec un James Rodriguez à l'époque en feu au Real Madrid et un grand Cristiano Ronaldo. Il avait fini le travail 1-0 à la maison. Et puis voilà, comme on le disait, 3-1 lors de cette finale à Kiev, il me semble que c'était cette finale. Donc voilà, je peux nous balancer le troisième diapo, mon Zuc. On va enchaîner, justement, comme je le disais. Je l'ai oublié, celui-ci de diapo. C'était avec la forme un peu plus précise, justement, de chaque équipe. Et on va le voir, donc, comme je l'ai marqué, au niveau de la confiance engendrée au fil de ces dernières semaines, l'avantage, il est à la Maison-Blanche, au Merengue, puisqu'on le voit, ils sont sur une très bonne série sans défaite en championnat. Depuis, finalement, ce nul lors du derby de Madrid. Ils ont enchaîné que des victoires en championnat avec des matchs vraiment solides. On voit vraiment une équipe du Real Madrid qui est solide, bien en place, qui est bien organisée. Donc ça promet pour ce match. Puis de toute façon, pour te faire un peu mentir, s'il y a bien une équipe qui peut nous surprendre comme ça en Ligue des Champions, ça reste le Real Madrid. Ils nous l'ont déjà prouvé. Donc moi je continue de croire en eux quoi qu'il arrive. Et puis surtout, il faut voir, on va revenir dessus, mais avec un Karim Benzema qui est en feu en ce moment, qui va vraiment porter son équipe. Et puis il sera notamment normalement aligné avec Asensio, et puis il y aura toujours Mendy sur le côté gauche, lui qui apporte vraiment beaucoup, et encore plus en Ligue des Champions où il est souvent déterminant. Donc, et puis on le voit, à contrario, on voit Liverpool qui a ses 2 défaites, donc qui est sur une bonne forme en ce moment avec 3 victoires de suite, mais qui sortait d'une petite zone mou un peu, où qui les avait vraiment, on l'a vu, décrocher au niveau du podium, même plus que le podium. C'était vraiment là qu'ils avaient décroché. On avait vraiment senti un trou d'air, on va dire, dans la saison. Donc là, ils sont en train de se reprendre. Donc on le voit, ils ont battu le RB Leipzig, Wolverhampton, et ils ont battu ce week-end Arsenal 3-0, avec encore un but de Salah. Donc Salah qui n'est pas non plus sur une forme olympique cette saison. Il est à vitesse tranquille, on va dire, mais ça reste un joueur qui à tout moment peut sortir cette frappe du gauche qui va aller trouver la lucarne et surprendre tout le monde, pardon. Donc vraiment des joueurs à suivre, on va regarder ça juste après. Mais voilà, Giuffra, je sais pas ce que tu en penses, toi, sur les formes actuelles des équipes. Donc on a vu un peu son ressenti. Voilà, c'est plus Liverpool qui va tout donner en Ligue des Champions. Tu le rejoins un petit peu de ce côté-là, ou t'as peut-être un avis différent? Ouais, ils vont tout donner en Ligue des Champions, je suis d'accord. Et par contre, juste ces 2 équipes qui sont en pas méforme cette saison, mais ces 2 équipes qui ont subi des trous d'air à cause du Covid, Ouais. sûrement. Et ces 2 équipes qui vont manquer de leur défenseur central titulaire, que ce soit Ramos ou Van Dijk. Du côté de Liverpool, J'allais y venir après, ouais. Van Dijk qui manque depuis longtemps. Mais voilà, 2 équipes avec un gros palmarès qui s'affrontent, donc un beau match à voir. Ouais, puis surtout, voilà, une revanche à prendre même sur leur image. Ouais. On va dire. On voit que Liverpool, voilà, fait pas une saison glorieuse. Le Real Madrid a perdu vraiment beaucoup de points faciles en début de saison, et même encore récemment. C'est Même vrai si que là, ce ils sont serait sur bien une de bonne gagner le match série. pour les 2, ouais. Voilà, c'est vraiment un match, je pense, important. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Izzy, de tout ça. Si tu as un avis peut-être un peu différent, ou est-ce que je suis vraiment le seul à croire au Real Madrid qui sort de cette double confrontation? Ouais, non, moi je suis plus de l'avis des Ouais. les 2 autres amigos, parce que tout bêtement, Liverpool en championnat, ils ont plus rien à jouer, tandis que le Real, eh ben, ils peuvent y croire. Ils peuvent y croire au titre. Je suis d'accord, ça peut être Ça très fait- important comme Ça facteur. peut être important, ça fait 2 compétitions à jouer, tandis que Liverpool, bah, ils ont la Ligue des Champions, quoi. Ils ont que ça à jouer cette saison. Du coup, peut-être que Ouais. les têtes peuvent avoir, voilà, les têtes, en tout cas des Reds, seront que braquées sur la Ligue des Champions, tandis que celles des Merengues, un peu entre les deux, quoi. Après, Exactement. ne vous méprenez pas, les amis. À l'heure actuelle, Liverpool a 49 points. Et Chelsea, qui est 4e, donc qualifié en Ligue des Champions, 51. n'en a que 51. Hmm. Donc la fin de saison de Liverpool en championnat est Ah complètement... oui, et quand Donc c'est même. un Oui, bien facteur sûr. il y a quelques semaines, mais Liverpool va tout donner en championnat en cette fin de Oui, saison. bien sûr, mais ils ne seront pas champions. S'ils veulent soulever un trophée, leur seule chance, c'est la Ligue des Champions. Ils ne seront pas champions, mais voilà, ils vont quand même devoir se battre pour atteindre cette place, sachant que Tottenham, West Ham et Chelsea se jouent dans un mouchoir de poche pour cette seule place qualificative. Alors, Non, mais voilà, Non, mais tout ce à qu'on fait. voulait dire, c'était 2 équipes qui étaient moins motivées à un moment et maintenant qui sont remotivées à pleine balle. Et les 2, Mais voilà, les 2 Comme va le être dit un bien combat Paul, acharné. je pense que cette double confrontation va être déterminante plus pour Liverpool que pour Madrid, quoi qu'il arrive, est dans ce wagon de leader, enfin de premier, de podium, et qui va y aller quoi qu'il arrive.
Liverpool, s'ils perdent cette double confrontation, ils ne seront plus jamais dos au mur et devront, comme l'a dit Bianco, aller chercher quelque chose, même en championnat, essayer de repasser devant les Blues ou devant West Ham. Donc, quoi qu'il arrive, ça va être un match très très important pour les deux équipes. Et moi, alors après, voilà, je suis l'Espagne et encore plus Madrid. Voilà, c'est vraiment un club que j'apprécie. Mais ils ont ça c'est l'ADN vraiment du club. Et je pense qu'ils ont surpris plusieurs fois. Quand ils ont gagné les 3 Ligues des Champions d'affilée, peu y croyaient. Et je pense qu'à tout moment, ils peuvent créer cette surprise. Je ne dis pas qu'ils vont aller au bout de cette compétition, de cette année-là. Mais honnêtement, ils peuvent créer la surprise. Et moi, j'y crois. Donc moi, personnellement, je mettrai une petite pièce, bien évidemment, pour soutenir l'Espagne du côté du Real Madrid. Pour aller sur les joueurs un peu clés, puis après, on va clôturer là-dessus, on va finir vite. Mais si je peux balancer le dernier diapo, juste pour voir voilà, les deux hommes en forme, les deux stars, on va dire, les deux leaders de ces deux équipes. C'est les attaquants, comme souvent. Je voulais juste revenir avant de parler d'eux. C'était justement des absences. On sait que Eden Hazard sera blessé, ça, c'est même plus trop une surprise. Mais effectivement, Van Dijk et Ramos ne seront pas sur la pelouse. Donc, c'était les deux capitaines. C'est les deux capitaines des deux écuries. Donc, forcément, ça laisse un petit goût amer à tous les supporters de football de ne pas avoir de tels joueurs sur la pelouse pour ce genre de rencontre. Mais je pense que comme nous, ils vont suivre le match avec attention. Mais en tout cas, les joueurs à suivre, ça va être bien évidemment les attaquants et plus particulièrement cet homme, Karim Benzema, qui, comme le bon vin, se peaufine avec les années, vraiment, et vit, je pense, la meilleure saison de sa carrière. Enlevez-moi Cristiano Ronaldo du Real Madrid et je prends les rênes. Il l'a prouvé à tout le monde. C'est vraiment l'homme, et au-delà des stats, c'est vraiment... Il y a des joueurs comme ça, il ne faut pas regarder que leurs stats. Mais vraiment, c'est un joueur qui déjà est quand même à 18 buts cette saison et 6 passes décisives, donc c'est quand même pas négligeable. Mais au-delà de ça, il bonifie tellement le jeu de son équipe. C'est vraiment un faux neuf, tout ce que vous voulez. Et donc en ce moment, pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'en ce moment, il marche sur l'eau. Il est vraiment, comme on le voit ici, sur les 7 dernières rencontres, il a toujours été buteur, soit de doublé, soit de simple but. Donc vraiment l'homme en forme du côté du Real Madrid. Et puis en face, il y a Mohamed Salah. On voit au niveau des stats. Donc là, c'est les stats que vous avez en Ligue des Champions, bien évidemment. Ils sont tous les deux à 5 buts, avec un peu plus de matchs pour Salah. Mais Salah a fait une passe D. Et puis voilà, Salah, lui, il n'est pas sur un rythme régulier de buteur. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste un gaucher avec un pied gauche soyeux qui peut enrouler une frappe à tout moment. Donc ça va être vraiment les joueurs à suivre. Mais je crois vraiment, sur la qualité de ce match, ça va vraiment être un match, je pense, extraordinaire à regarder. Et oui, au niveau des cotes, je finirai juste là-dessus, excuse-moi, j'allais oublier les cotes parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est vrai qu'on le fait maintenant. Le Real Madrid, donc du coup, a une cote à 2,70, le Liverpool a une cote à 2,60, donc on le voit vraiment, même au niveau des parieurs, c'est très mitigé, donc c'est le nul finalement qui a la plus grosse cote avec une cote à 3,50. Donc le nul, pour un match année, le nul me semble pas être un truc déconnant, donc je mettrai une petite pièce sur le match nul pour le match aller. Et bien donc, en tout cas, messieurs, on a fait le tour de la moitié des rencontres qu'on va avoir cette semaine en Ligue des Champions. Et après, on va attaquer du coup les rencontres entre Manchester City, Dortmund et le PSG et le Bayern. Avant ça, on va faire une petite pause et parler d'un sujet qui est un peu dans tous les médias, sur toutes les langues, c'est cette supposée rivalité future ou présente, statistique de palmarès, de talent, de destin entre Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. Alors pour ce faire, je vais vous en parler un peu, vous amener quelques facteurs, on va remettre tout ça en question, le réfléchir. C'est bon, je le remets à sa place. T'es génial, Gilles, par contre, là. Je le remets à sa place. Des bisous, Raoul, en espérant que tu te portes bien. C'est clair, tout à fait. Donc mon cher ami, je veux bien que tu balances le premier petit visuel pour se mettre dans l'ambiance. Et on va attaquer ce sujet tout de suite, les frérots. Alors un petit édito pour commencer tout ça. Wow. Même s'ils savent que quelque chose d'inédit arrive, les fans de foot ne se doutent pas que la face de leur sport changera à jamais, en ce 26 juin 2009. Ce jour-là, le Ballon d'Or en titre signe pour le Real de Madrid. Il quitte Manchester United après 6 saisons, le sac à dos plein, débordant même. 3 fois champion d'Angleterre, une FA Cup, 2 League Cup, un Community Shield, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or. Il part alors à la conquête d'un terrain inconnu, la Liga. Mais il est loin d'être le seul homme parti pour conquérir l'Espagne. Un jeune joueur barcelonais, alors âgé de 22 ans, a déjà gagné la Ligue des Champions et 2 fois le championnat d'Espagne. Mais pas encore de Ballon d'Or, enfin pour quelques mois. Les 10 saisons qui suivent racontent une des plus belles histoires du sport. En général, j'insiste.
La légendaire rivalité entre deux monstres, deux surhommes, deux machines. Cristiano Ronaldo, évidemment, et Lionel Messi, vous l'aurez compris. Ces duels immenses, il y en a d'autres, opposant deux élus de leur sport, et laissent une trace indélébile dans l'histoire. J'ai quelques exemples, bien sûr, Björn Borg et John McEnroe, Alain Prost et Ayrton Senna, Rafael Nadal et Roger Federer, Mohamed Ali et Joe Frazier, bien sûr, et plein d'autres. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, pour la première fois depuis des années, ni Léo ni Cristiano ne participent au quart de finale de la Ligue des Champions. Nous, les fans de foot, nous le savons maintenant bel et bien. Un chapitre de notre histoire approche de la fin. Et on sait qu'on appréhende tous ce moment, si bien que certains recherchent déjà des nouveaux monstres, aussi par peur de perdre ce sentiment exceptionnel que le foot est théâtre des plus belles émotions. Deux hommes ressortent alors, vous l'avez compris. Deux génies précoces, qui battent déjà records et ont déjà marqué l'histoire. Un est champion du monde, plus jeune joueur à marquer en finale de Coupe du Monde depuis Pelé, finaliste de Ligue des Champions, multiple champion de France. L'autre est un ovni, un cyborg pour d'autres, un joueur de 20 ans ayant déjà marqué plus de 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions. Alors, la question de ce soir, ça va être, vivons-nous aujourd'hui les prémices du prochain duel légendaire du football, ou est-ce que l'enflammade et la fin du duel Ronaldo-Messi prennent le dessus sur la raison? On va voir ça tous ensemble. Donc je vais tout de suite vous mettre le nez dedans, mes amis, avec un deuxième visuel. Mon cher Xux, s'il te plaît. En fait, Car nous savons que les médias, plus particulièrement dans le foot, sont friands de titres et de concepts racoleurs. Est-ce que cette rivalité est une invention des médias? Y a-t-il selon vous des joueurs plus aptes à remplir le rôle de successeurs de ces deux légendes que sont Ronaldo et Messi? Est-ce qu'il y a un intérêt à parler de ça selon vous? Je vais vous laisser la parole les uns après les autres. Et suite à ça, on fera un petit tour statistique comparatif des quatre joueurs pour essayer de jouer le jeu à fond quand même, se mettre à cette place-là d'analyste et voir si on peut vraiment trouver des ressemblances, chercher des choses. Mais avant, je veux un avis à blanc de votre part. Est-ce que c'est une création des médias? Est-ce que c'est une enflammade? À vous, mes amis. Mon cher EasyWin, qu'en penses-tu? C'est un peu les deux. C'est vrai que c'est deux jeunes joueurs qui font un début de carrière exceptionnel. Je dis début de carrière, mais c'est vrai que Mbappé il a 22 ans, mais j'ai l'impression que ça fait déjà 6 ans qu'il est là, tellement qu'il est hors norme. Voilà, enfin après oui, ils en font beaucoup, parce que c'est vrai que Ronaldo, Messi, voilà, c'est en fin de saison, ou en tout cas les 3 prochaines années. Bah, malheureusement, ce sera un souvenir, même si c'est un souvenir impérissable, ce sera un souvenir. Et du coup, ouais, je pense que t'as raison quand tu parles du fait que les médias cherchent des remplaçants, hein, tout simplement des super subs, et ils trouvent une rivalité peut-être entre Mbappé et Haaland. Après, je trouve que le lien, le pont de comparaison avec Ronaldo Messi, je trouve que c'est quand même encore un peu abusé, quoi. Voilà, y a pas beaucoup de points communs, mais pourquoi pas. D'accord, mon ami. Mon cher Xuk, à toi le micro. L'avis très tranché. Alors pour moi, il y a un facteur qui joue énormément, c'est que Ronaldo et Messi, on les comparait pas quand ils n'étaient pas dans le même championnat. Ils auraient peut-être été comparés, même s'ils n'auraient pas été dans le même championnat. Mais ce qui a fait la comparaison de Messi et Ronaldo, c'est qu'ils jouaient dans le même championnat et il y avait des classicos tout le temps et ils jouaient tout le temps contre, etc., etc. Pour l'instant, PSG et le Borussia ne se sont jamais rencontrés. Haaland n'a jamais rencontré Mbappé, que ce soit dans n'importe quelle confrontation. Donc pour moi, juste on s'enflamme trop vite par rapport à la confrontation. Ça reste deux monstres, on est totalement d'accord. Ce sera peut-être deux légendes du sport. Mais pour l'instant, on n'a pas d'éléments de comparaison. L'un joue en Bundesliga, l'autre en Ligue 1, que certains appellent la Farmers League. Il y en a un qui a certes une Coupe du Monde, mais l'autre qui a 2 ans de moins. Donc, il y a des points de comparaison possibles, parce que ça reste deux excellents buteurs et deux joueurs qui jouent la Ligue des Champions. Mais d'autres, non, où ils jouent pas dans le même championnat, ils jouent pas contre les mêmes clubs, et ils ont jamais joué contre, surtout. Je suis assez d'accord avec toi. C'est bien pour ça que je commençais mon petit édito tout à l'heure en disant que c'est à l'heure de l'arrivée de Ronaldo au Real Madrid et dans ce championnat
que la rivalité a finalement apparu pour de bon et que Oui. c'est là que l'histoire de cette rivalité a commencé finalement. Donc pour Tout à l'instant, fait d'accord. pour l'instant, c'est une création. Le futur nous dira si c'est une création des médias. Le futur nous dira si c'est une vraie confrontation ou non. Ça peut être, je te dis une connerie, entre Youssoufa Moukoko et Jamal Moussiala. Voilà. Tout à fait. Mon cher Xuc, à toi, mon cher Nanar, à toi de dire ton avis, excuse-moi. Non, non, bah, je suis plutôt d'accord avec ce que Xuk vient de dire, et ton édito était d'ailleurs très très beau, honnêtement. Oui. Bien joué. Et franchement, oui, je suis plutôt d'accord avec Xuk. Et puis voilà, sur le fait qu'ils sont pas encore sur le même championnat, qu'ils sont encore trop jeunes. Mais pour relever un point voilà, qui n'a pas été dit, cette rivalité, elle a été aussi construite par les médias parce que c'était aussi deux hommes que tout opposait. Cristiano Ronaldo, c'était l'archétype du beau gosse, entre guillemets, qui enchaînait les pubs Nike et les parfums, machin. Et à côté, on avait un gars qui paraissait ne pas faire d'efforts et être le meilleur quand même. Un peu pas le plus beau, pas le plus charismatique, qu'on n'entend pas, qui fait jamais de pub, mais qui est quand même là et qui est le meilleur. Donc il y avait aussi ça qui jouait dans cette rivalité. Je pense que Mbappé et Haaland ne sont pas encore développés à 100 en com pour montrer tout leur caractère vraiment. C'est un coup, ce sera tous les deux gars super arrogants, ils s'entendront super bien. Donc, j'en sais rien, mais plutôt d'accord avec l'avis de Xux. J'ai tout ça pour l'instant, actuellement, c'est pour faire vendre du papier uniquement. Et puis, on verra si dans le futur, ils pourront prendre la relève. Mais ne nous enflammons pas parce que ce que faisaient Messi et Ronaldo à l'époque, quand ils avaient leur âge, était tout simplement pas croyable. Et je pense qu'on va revenir dessus. Donc, je me tais à partir de maintenant. Alors, tout ça pour dire, est-ce que vous seriez est-ce que vous pensez que c'est plausible, un Erling Haaland au Barça et un Mbappé au Real Madrid? Est-ce que là, pour vous, on pourrait chercher du coup une comparaison à ce moment-là? Est-ce que ces transferts sont plausibles, etc. Bah là, ce sera juste un duel. On en de parle neuf dès dans cet l'un été, des hein, plus- dès Non, cet mais été, assez sérieusement. ce sera juste pour l'instant un duel de très jeunes et très prometteurs et très forts neufs dans un championnat où il y a deux grandes équipes. Mais ça prendra, je pense, beaucoup de temps avant qu'on se dise déjà que l'un arrive à faire ce que Messi ou Ronaldo a fait et avec autant de régularité, parce que là pour l'instant ils sont jeunes, mais c'est quand on va arriver à 25, 26, 27 ans qu'on verra là s'ils ont vraiment fait le travail nécessaire pour avoir une telle carrière comme l'a fait Ronaldo et Messi, je pense. Donc pour l'instant à c'est fait. trop tôt. Attends, On va enchaîner. C'était pas l'inverse, juste. C'était pas. Bon, alors moi, je me tiens loin Pardon ? je me tiens loin des médias, mais c'était pas l'inverse avec Mbappé. C'était Haaland au Barça, Haaland au Real à un moment aussi. Enfin, je sais pas. Oui, mais tout a été dit et redit. Mais tout a été dit et son ça va dans les contraire, deux évidemment. sens. C'est bien pour ça Ça que va j'ai dans mis les deux tous ces titres sous vos yeux pour Aguicheur. qu'on soit d'accord. On va tout de suite enchaîner avec un petit peu, on va creuser dans les stats avec tout de suite. On va donc, pour approfondir cette comparaison entre les quatre joueurs, ces quatre monstres, on va faire une comparaison d'abord par le biais statistique, en se disant que la meilleure manière pour les comparer, c'est pour être objectif, c'est de prendre les quatre joueurs au même âge, c'est-à-dire à peu près au milieu de leur 20e année de vie. Et ça va être la manière pour moi la plus logique et la plus crédible de comparer en fait du coup le début de carrière d'Erling Haaland avec celui des trois autres. Celui des trois autres. Donc on voit, j'ai d'abord une première partie avec les matchs en club, buts et passes décisives en club, en dessous matchs en sélection et en dessous buts et passes décisives en sélection, avec le ratio. Alors je vous laisse prendre connaissance de ces stats qui sont assez étonnantes finalement. Beaucoup de choses à dire. Énormément. Et tellement de choses à dire, mais voilà, beaucoup de choses à dire, et c'est ça qui est intéressant. Donc, un homme ressort assez éhontément statistiquement de ce tableau, vous l'avez vu, il est en bas de votre écran. De jaune C'est vêtu. de jaune vêtu et de rage sur le visage. C'est Erling Haaland qui a à l'heure d'aujourd'hui un ratio de 0,7 buts par match, ce qui est assez monstrueux quand même, il faut le dire. Au même âge, donc ils ont à peu près tous disputé le même nombre de matchs, Ronaldo un peu moins, mais voilà, on voit qu'au ratio de buts par match, Ronaldo est assez derrière les autres. Ensuite Messi, puis Mbappé, puis Haaland, on a quelque chose finalement de croissant. Niveau des passes décisives, c'est Mbappé qui ressort assez sérieusement, Kylian Mbappé, donc un joueur complet. Erling Haaland a effectué 0 passes décisives en sélection pour l'instant et seulement 20. Donc on voit que c'est une stat quand même qui se rapproche de celle de Ronaldo et Lionel Messi.
alors on a quand même de quoi mettre un peu. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le biais des statistiques est très réducteur Ouais, pour la comparaison. Ça fait ressortir des choses, mais est-ce que ça reste quelque chose de fiable et d'intéressant, surtout pour ce genre de thématique? Les championnats sont différents. Dans ces 165 matchs, Erling Haaland a disputé 3 saisons en Norvège, une en deuxième division norvégienne, 2 saisons en Autriche. Ensuite, il est dans sa deuxième saison à l'heure actuelle au Borussia Dortmund, qu'il a rejoint l'hiver dernier. Donc c'est un biais déjà qu'il faut prendre en compte. Est-ce que Messi, s'il avait commencé sa carrière en Norvège, il n'aurait pas mis 110 buts au même moment? Nous n'en savons rien. Et voilà, et ça c'est factuel. Donc il y a des championnats plus ou moins relevés, à savoir que Ronaldo et Messi, ces stats-là sont pour Messi exclusivement en Liga. Ronaldo, une saison au Sporting Lisbonne, et ensuite il était directement à Manchester United. Plus dur pour Ronaldo et Messi à ce moment-là de se faire une place dans l'équipe. Donc déjà, dans ces grosses équipes, ils étaient titulaires, ils jouaient les matchs. Est-ce que vous avez des choses à redire par rapport à ces stats, comme je vous le dis, qui sont finalement assez criantes? On se dit, oh là, Haaland, au même âge que Ronaldo et Messi, est bien meilleur à l'heure d'aujourd'hui, est un bien plus grand joueur que l'était à l'époque Messi et Ronaldo. Et voilà, il faut mettre de l'eau dans son vin. Qu'est-ce que tu en penses, EasyWin? Bah moi surtout pour rebondir au niveau de la sélection. Moi, je pense que qui pourrait être un problème pour Haaland justement dans le futur, c'est le fait que bah, il soit entre guillemets norvégien quoi. La Norvège c'est pas un grand pays du football. Du coup ouais, le nombre de matchs en sélection il sera forcément moins élevé dans le futur que pour un Mbappé. C'est obligatoire donc du coup il y aura sûrement moins d'occasions de marquer, de faire des passes décisives. Du coup, moi, c'est le seul point que j'ai à dire. Sur tout le reste, c'était très, très juste ce que tu as dit. D'accord. Une petite remarque à faire, les deux autres zigotos? Oui. Vas-y, mon Xuc. Pour moi, il faut mettre une carafe d'eau dans un verre de vin là, parce que, Tout à fait, je suis bien d'accord avec toi. clairement, les choses sont comparables et comme l'a dit Zwiin, je voulais un peu dire pareil différemment, mais c'est vrai que Haaland joue avec la Norvège, c'est totalement différent. Il a joué en Norvège et aussi quelque chose que je voulais ajouter, Messi et Ronaldo à leur époque, maintenant on fait percer les jeunes joueurs beaucoup plus vite pour leur donner de la valeur très vite et on les fait jouer énormément en club et même en petite division, à contrario de avant où on les faisait percer en centre d'entraînement et pour après les mettre dans le grand bain, Alors, dans le grand bain beaucoup je plus vais tard. te stopper tout de suite, excuse-moi de couper, mais là, ils étaient dans le grand bain, on voit ils y ont été en même temps, hein, tous les quatre, à peu près. Ronaldo un peu plus tardif, mais Messi avait le même nombre de rencontres jouées qu'Erling Haaland, hein. Donc, il a été dans le grand bain. Là, ils avaient tous à 20 ans, c'est au même âge, hein, tu m'as compris. Donc, ils ont Oui, été oui. dans le grand bain à peu près en même temps. Donc, ça, pour le coup, Après, il y en a un qui joue en Liga et non, oui, attends. c'est sûr, c'est ce que je Il y te en a un disais. il y en Au a un qui final, joue ils en avaient effectué Liga le même nombre de matchs. dans un des championnats les plus disputés à l'époque et Ronaldo, alors à 20 ans, est-ce qu'il jouait encore au Il jouait à Portugal? Manchester. Non, il a fait Non. qu'une saison à Lisbonne, au Sporting Portugal. Donc il joue à Manchester, donc en première ligue, qui est aussi, je pense, que Tout à fait. les deux se combattaient. Et il jouait pas en Bundesliga et en France, donc c'est pas comparable. Comme l'a dit très bien EasyWin, il y en a un qui joue en France, qui joue pour l'équipe de France, qui est à la valeur marchande la plus chère, je crois, des équipes dans le monde, et l'autre avec la Norvège, donc c'est différent. Et, euh, et juste j'ai cherché le stat pendant ce temps-là, parce que j'ai suivi un peu Moukoko comme il joue en Bundesliga. Moukoko, par exemple, avait en U19 en Bundesliga, avait 34 buts et 9 passes d'ess pour 20 matchs. Et c'est là où tu te dis, ouais, mais il joue dans un, pas sous-championnat, mais il joue dans un championnat qui n'est pas la division première, qui n'est pas celle de pas de son âge, mais celle de son âge, mais le mec surperforme. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est meilleur ou pas? Il y a tellement de variables qui rentrent en jeu que C'est bien ce que je veux dire. la Après, quand statistique. même, pour aller dans le sens d'Erling Haaland, quand même, comme je l'ai dit précédemment, il a déjà marqué 20 buts en 14 matchs de Ligue des Champions, donc il a connaissance du très haut niveau. Et ça, on peut lui Oui, donner. mais Mais voilà, très est-ce tôt, que ce qui va nous justement. intéresser, ce qui nous intéressera dans le futur, voilà, comme tu dis, c'est de voir est-ce qu'ils vont être capables de jouer pendant 15 ans encore avec ces stats-là.
parce que si c'est le cas, ça sera des joueurs de légende, tout à fait. Mais voilà, Ronaldo et Messi ont explosé, vraiment, ont montré leur plus grand niveau, un peu plus tardivement, mais pour écrire dans la décennie qui a suivi ces stats-là, la légende du football. Donc on va maintenant essayer de voir avec un autre biais, plus celui statistique, mais le biais du palmarès. C'est un autre point de vue qui est encore biaisé, évidemment. Vous l'avez bien compris, vous avez compris mon point de vue général sur ça. Qu'est-ce qu'il faut en ressortir? C'est que ces comparaisons sont un peu hasardeuses et que, voilà, comparer des joueurs, c'est un peu bête. C'est bien ça mon propos, vous l'avez compris. Donc Ronaldo à 20 ans, on est toujours sur les quatre joueurs au même âge exactement. Donc Haaland aujourd'hui a 2 trophées, 2 championnats d'Autriche avec Salzbourg, c'est tout ce qu'il a dans son sac à dos pour l'instant. Ronaldo avait déjà 3 trophées, une super coupe qui a un trophée, mais voilà, est-ce que c'est vraiment un trophée les super coupes? C'est comme les trophées des champions. Et puis il avait gagné un Community Shield et une UEFA Cup, sachant qu'il jouait pas trop encore à l'époque. Messi, c'était une Ligue des Champions en 2006 où pareil, c'est quand il commençait tout juste à jouer, à peine. Ensuite, il avait gagné déjà 2 Ligas et encore une super coupe. Et là, à côté de ça, on voit Mbappé, on se dit, mais quel joueur! Vraiment, c'est un crack, ça va devenir le meilleur joueur de tous les temps. Il a gagné la Ligue 1 avec l'AS Monaco. Ensuite, avec le PSG, on connaît son palmarès, le PSG qui roule sur la France. Et voilà ce qu'il fait ressortir du lot parmi ces 4 joueurs. C'est évidemment la Coupe du Monde, qu'aucun des 3 autres joueurs n'a remporté, même Ronaldo et Messi pour l'instant. Qui est un avantage certain, c'est sûr, dans la postérité pour l'instant pour Mbappé, mais voilà, c'est parce qu'il fait un des plus grands joueurs du monde malgré tout. Voilà, donc on voit qu'encore les trophées, c'est un biais différent que celui statistique, mais qui est pareil à remettre en cause. Le Mbappé qui est titulaire indiscutable dans une équipe qui roule sur son championnat, qui est beaucoup moins compétitif que les 3 autres. Est-ce que vous avez une réflexion à faire ou est-ce que vous voyez où je veux en venir? Mais je pense que vous m'avez compris. C'est bien de remplir son armoire à trophées, sauf quand tes trophées sont en plastique. Ouais, après le titre de champion de Ligue 1 avec Monaco, Voilà, je pense que c'est celui qui a le plus de valeur entre guillemets par rapport avec l'équipe de France. trophée qu'il a. Ah oui, avec la Coupe du Monde, bien sûr. Oui, Mais- là c'est DM, Dans la Coupe du frérot. Monde, la Coupe du Monde, ça va, tranquille. C'est Giroud. Ah mais Ouais. ouais, voilà quoi. La Ligue 1 avec Monaco, quand même grand artisan, puis c'est pareil, voilà. C'est C'est la... tout. Après oui, je suis d'accord. Voilà, à savoir que à cet âge-là, Ronaldo et Messi évidemment n'avaient pas encore remporté de Ballon d'Or. Tout le monde avait plus. Oui, non plus, c'est ça. Et ils avaient tous plus ou moins été Golden Boy à l'époque. Je suis pas sûr pour Ronaldo et Messi, mais pour Mbappé et Haaland, c'est évidemment le cas. Ils sont Golden Boy. Donc voilà, messieurs, pour faire un peu ce tour-là. Donc je vais faire ma conclusion personnelle sur ce sujet, en se disant, en jouant le jeu, encore une fois, de se dire, est-ce que ça va être le prochain duo, la prochaine rivalité légendaire? Mais on est d'accord que non, et que c'est bête de dire ça de toute façon. Voilà. Mais pour moi, il est trop tôt pour s'avancer, malgré leur jeune âge. Mais malgré leur jeune âge, Mbappé et Haaland font déjà partie, quand même, il faut se le dire, des meilleurs joueurs du monde, alors qu'on parle d'un joueur qui a 22 ans et d'un joueur qui a 20 ans. Et on peut les mettre tous les deux assez facilement dans les 10-15 meilleurs joueurs du monde. Est-ce qu'on est d'accord tous ensemble pour dire ça? Oui. Voilà. Oui. Donc, nous, les fans de foot, on adore les grandes histoires. Et on se doit de rêver. On espère que Mbappé et Haaland feront des carrières exceptionnelles, on est tous d'accord aussi. Mais pour moi, il faut qu'ils le fassent à leur manière. Et c'est piégeux de vouloir les comparer. Ils n'ont pas d'obligation et ils ne doivent surtout pas vouloir marcher dans les mêmes pas que leurs aînés, Messi et Ronaldo. Et c'est le piège. Et c'est que comme ça qu'ils réussiront à marquer durablement l'histoire du football, selon moi. C'est sans rentrer dans ce petit jeu-là. Comme peut le faire aujourd'hui un certain Robert Lewandowski. Et c'est pour moi comme ça, en traçant leur propre route et sans écouter toutes ces âneries de comparaison, de vouloir faire pareil, aller dans des mêmes clubs, créer une nouvelle rivalité de toutes pièces. C'est en créant leur propre chemin, comme ils sont en train de le faire pour l'instant, sans se soucier des autres, qu'ils marqueront l'histoire. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? C'était presque parfait, donc Très belle conclusion. voilà. Mais oui, totalement d'accord. Très bien. Mon petit nanar, un petit mot à dire? Le silence est d'or quand c'est aussi parfait, donc je préfère me taire. Oh là là.
Eh ben très bien, ben voilà, c'était un peu notre vision, la vision de VK sur ces enflammades médiatiques de duo, de rivalité et tout ça. Il y a que l'histoire et le sport qui parlent dans ces cas-là. On va tout de suite enchaîner et finir notre soirée en faisant le petit tour des 2 rencontres qu'il y aura en Ligue des Champions cette semaine. Les 2 dernières qui sont Manchester City, Dortmund et le PSG contre le Bayern. Manchester City, Dortmund, mon cher Gyukito. Oui, eh bien, Manchester City Dortmund. Voilà, en Ligue des Champions, c'est une petite rencontre en vue des autres rencontres qu'il y a en Ligue des Champions parce qu'on se doute fort, enfin, beaucoup de fans se doutent du résultat final. Mais voilà, rencontre sympathique à suivre quand même. Un combat Erling Haaland, peut-être, comme on l'avait annoncé à Manchester City à une époque pour Haaland refaire, versus Gabriel Jesus. pour refaire une pique sur le sujet précédent. Haaland qu'on avait annoncé à Manchester City cet hiver. Mais au final, c'est au Real, au final, c'est à Paris. Enfin bon, voilà. Et du coup, petit récapitulatif. Le dernier affrontement entre le Manchester City et le Borussia Dortmund, c'était, en fait, j'ai mis trop de trucs. Voilà, c'était le 3 octobre 2012. C'était en phase de groupe de la Ligue des Champions et le Borussia Dortmund avait tenu en échec Manchester City de Roberto Mancini à l'Etihad Stadium. Et Gaël Clichy. Gaël Clichy. Et Plaisir. cette photo, ouais, retrouver Marco Reus. des abysses. Et ils avaient tenu en échec 1-1 à l'Etihad Stadium et avec un but de Marco Reus et de Mario Balotelli pour Manchester City. Voilà. Yes. Why always him? Donc on a eu 2 confrontations en 2012-2013 que je vous mets. On a eu Borussia Dortmund qui a gagné à l'aller 1-0 contre Manchester City et Manchester City Dortmund au retour 1-1. Et c'est saison 2012-2013 ou 2011-2012 du C'est coup, saison mon ami 2012-2013. Ah oui, donc c'est quand Dortmund va en finale. Exactement. Pour parler des formes récentes actuelles, la forme de Manchester City, on la connaît presque tous puisqu'on en parle beaucoup. Ils ont perdu donc le derby de Manchester récemment le 7 mars, mais ils ont enchaîné depuis 5 victoires consécutives, dont un succès 2-0 à Leicester ce week-end. Et ça leur permet de presque s'assurer, on va dire, la première ligue. Et quant à la forme de ce cher Borussia Dortmund et de Erling Haaland, il va beaucoup moins bien. Ils ont perdu 2-1 ce week-end, comme je vous l'ai dit précédemment, face à l'Eintracht Francfort. Et ils pointent à la 5e place, ce qui fait très mal. Et ils sont à 7 points de leurs adversaires. Ce choix de photo que j'ai qui me fait. C'était ce week-end, je trouve ça extraordinaire. Il y a à chaque fois les photos comment elles sont parfaites avec ce que tu dis, genre, et le Borussia qui s'incline. Pour vous faire un point sur les absences, parce qu'on en a beaucoup du côté d'une des 2 équipes, et vous allez Sancho savoir laquelle. L'effectif de City est au complet, sauf Philippe Sandler qui sera absent, donc voilà. Oh non. Bah, le fameux. Oh. Putain. Oh là là, Sandler. On s'en fout. Ça va être tric-rac du coup pour City. Hein. Donc, c'est sur Dortmund, hein, du coup. Hein. Un peu Grosse plus tête d'absence sur du côté du Borussia, notez Jadon Sancho, Dan Dagetou, Marcel Schmelzer, Axel Witsel et Youssoufa Moukoko, donc ça fait beaucoup. Voilà, donc un taulier au milieu. T'as mis Sancho, quel flop quand même, on peut le dire maintenant. Un taulier à Sancho, droite. Sancho, c'est un flop à Dortmund. Là. Il est pas là dans les grands rendez-vous. Sancho, il y a 2 ans, c'était Mbappé. Hein. Enfin bon, je dis ça. Bah, Je dis rien. ouais, mais je sais pas. Ouais, non, mais voilà. Enfin, bref, oui, c'est pas le Sancho, sujet, mais, Sancho actuellement flop. Beaucoup de blessures cette saison. Ouais, Il c'est était un chiant, peu ça. revenu, là il s'est reblessé. C'est dommage. Ouais. Voilà, mais Eden Sancho Pardon. bien Next, vu. next. Non, mais il Pour, joue avec son frère. Il joue avec Torgan Sancho. Oui, il joue avec Torgan. Torgan Hazard, effectivement. On reparlera de l'Euro avec les 2 Hazards. Les 2 Hazards pour la Belgique. Yes. Pour les bookmakers, pas de surprise. C'est vraiment pas de surprise. Un petit pari sur la cote de City, peut-être. 1-2. 1,2, 1,2. Ouais. Ok. 57. Nanar, 1,25.
Et ben c'est Nanar le plus proche avec 1,30 la cote de City et pour 9 pour le Borussia Dortmund. Non, 9. Ouais. Ça respecte pas les cotes. Sur l'aller-retour, Il hein. a dit tout à l'heure. Ah, sur l'aller-retour, pas que sur l'aller. Ouais, Sur la sur qualification, l'aller-retour, là, c'est tu sur la parles. qualification. Ah oui, d'accord, sur la qualification. Ah bah d'accord. oui, 9, c'est logique. Ouais, du coup. Donc voilà, et puis mon pronostic, bon, je vois Manchester City quand même s'imposer aisément face à Tout à- cette formation du Borussia Dortmund, même si il y a le cyborg Erling Haaland, mais je pense que tout seul, ça ne suffira pas. Parce que Oui, tu mais fais c'est partie pas- des c'est- 99,99% des personnes qui ont parié, qui ont mis Manchester City, du coup, Xuk. J'ai pas parié, non. J'ai arrêté de parier à un moment, donc j'ai pas parié. Pas Moi, pour juste pour l'instant. clôturer, je voulais juste dire, c'est clairement un match pour Haaland, ça, pour moi. Tu sais, Oui, les matchs clairement, où Dortmund, c'est ce que j'allais dire. tu pars perdant, t'as vraiment pas trop à perdre, tu joues contre la meilleure équipe d'Europe, soi-disant, en tout cas du Royaume-Uni, limite. Mm. Tu sais, t'as rien à prouver, enfin, t'as rien à. Enfin, voilà, quoi, t'es là Je- pour le jeu. Je pense qu'il va tout arracher, que c'est encore là où il va marquer l'histoire pour moi. Je C'est vais vraiment, je vais te parler d'un En truc tout cas, il a qui s'est l'occasion passé. de le faire. Je vais te parler d'un Oui. truc qui s'est passé en Bundesliga récemment, c'est que son équipe joue tellement mal qu'il ne touche très peu de ballons et qu'il a très peu d'occasions de faire la diff. Et bah, même si c'est un excellent joueur, il n'arrive pas à faire la diff. Juste, il touche pas assez de ballons parce que sur les côtés, ça fait pas le taf. À part sur des centres. Oui, mais je revois l'effectif Nada. du Borussia de Dortmund qui, avant de rencontrer Paris, on n'arrêtait pas de dire Dortmund qui sont nuls en championnat, nanana. Et ce soir-là, sur le match aller-retour, ils te sortent quand même deux grosses performances. Et Dortmund, puis, ça reste un club qui a quand même la Ligue des Champions aussi dans le sang. Et je pense que quoi qu'il arrive, quand tu entends la musique, t'inquiète pas que ça te booste. Et comme je l'ai dit, ils n'ont rien à perdre sur ce type de match. À mon avis, ça peut être une très très belle rencontre avec une très belle surprise. Parce Il qu'on manque connaît en plus surtout la que la c'est maladie le de stade. Guardiola, Voilà, quoi. j'allais dire, c'est le stade de la compétition où City ça te choque. Hein. Bah ouais, c'est clair. S'il y a deux comparaisons à faire au niveau de Choker Pro en LDC, c'est bien City et le PSG. Donc pourquoi Après, pas Marco un match aller Reus, surprise. Maxwell Cornet, ça se ressemble un peu, donc je sais pas, à voir. Non, mais ça Ouais, peut être Marco un Cornet. match aller surprise, en tout cas intéressant à regarder. Mais je pense qu'on va très vite ravaler nos espoirs de, de surprise. La surprise n'a que très peu lieu, même si on y croit forcément énormément au tout début. Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, pour ce D'accord. Ben merci Loïc. On va tout de B4B suite contre passer City. à la dernière rencontre du PSG contre le Bayern et on va tous un peu prendre la parole parce que c'est notre cher Roultax qui devait en parler de ce match. Mais voilà. Il est là, Roultac. Il est là, moi, je le vois. Qu'est-ce que tu racontes? Et bah le visuel est prêt. Si quelqu'un veut commencer, je vais Bianco, c'est toi commencer qui l'avais comme en je l'ai plus, sous les donc, yeux. Ouais, j'ai fait ce petit visuel, alors à savoir. Donc on va avoir quelques joueurs qui ressortent. Vous savez bien, avant d'attaquer, c'est la rencontre hein, qui passionne les débats, qui des médias et tout ça. Que va-t-il se passer? Est-ce qu'il y a du suspense? On ne sait pas. Et en fait, voilà, tout le monde s'affole pour Paris, dit qu'ils n'ont aucune chance. On va bien voir ce que ça donne et on a tous hâte de voir cette rencontre, en tout cas, pour un peu jauger le Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain a le mental pour être vengeur? Est-ce qu'on on va voir ça? Paris qui est passé complètement à côté de son match contre Lille. Enfin, classique, avec un Neymar qui se blesse. Quand il n'est pas blessé, bah, il revient, il est à court de rythme. Du coup, il est frustré, il prend des rouges. Sur les 14 derniers matchs, Neymar, c'est 3 cartons rouges. C'est juste un truc de fou. Ah, quoi, c'est hallucinant, statistiquement. j'avais pas la statistique. Et voilà, donc est-ce que le PSG a le cran, a les guts? Bah. Savoir qu'en face, il y a une chose à faire remarquer quand même, tout le monde le sait, vous êtes au courant, c'est qu'il y a un joueur qui manque, et pas des moindres, c'est un cher Robert Lewandowski, prochain Ballon d'Or normalement, mais un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur du monde depuis au moins un an. Donc au niveau de la compétition, que s'est-il passé pour les deux équipes si on fait petit bilan? Donc meilleur buteur du côté du Bayern de Munich, c'est Robert Lewandowski. Et de côté Paris Saint-Germain, c'est Mbappé et Neymar qui sont tous les deux à 6 buts. Le meilleur passeur, qu'est-ce que vous envoyez les messieurs là? Ça m'envoie des notifs, ça me déconcentre. Alors bref, enchaînons. Meilleur passeur du côté du Bayern de Munich, c'est Kingsley Coman, Joshua Kimmich et Thomas Müller qui sont tous les trois à 3 passes D. De l'autre côté, nous avons Kylian Mbappé qui a 3 passes décisives lui aussi, donc un joueur primordial de cette saison en Ligue des Champions pour les Parisiens.
En huitième de finale, le Bayern s'est défait de la Lazio-Drome avec une facilité déconcertante, mais à noter qu'ils ont pris des buts à chaque match, qu'ils ont pris un but à chaque match. De leur côté, le PSG, vous le savez, qui a fait un très très gros match aller face à un Barça en reconstruction, et au match retour qui a vraiment fait grise mine. Donc voilà, à l'image du Paris Saint-Germain de cette saison, hein, on a l'impression que c'est un match sur deux qui sont pas là. Oui. Assez parlant. Alors niveau palmarès, le Bayern Munich c'est 6 Ligues des Champions, la dernière s'est remportée cet été, hein. On connaît les bails, et de l'autre côté, j'ai dû sauter des lignes, voilà, j'ai dû rentrer quelques fois pour faire mon visuel, pour que ça reste un peu symétrique. Donc, le Bayern de Munich, c'est premier de la Bundesliga. On voit la forme actuelle en championnat, c'est 5 victoires, bien évidemment pour les Bavarois, le rouleau compresseur. En championnat, le Paris Saint-Germain est second après la défaite face à Lille, hein, qui sont les rivaux directs. Ils auraient pu prendre la première place, mais ils ont choqué tels des chokers pro. Niveau des cotes, on le voit 1,85 pour le Bayern de Munich, 3,4 pour le PSG, 3,75 pour le match nul pour ce match aller. Messieurs, je vais tout de suite vous demander votre avis, parce que moi, mon avis n'est pas très intéressant. Hein. J'ai pas de quoi beaucoup développer, parce que ce match... pour moi, il faut attendre de le voir. On aura plus de choses à dire lundi, en tout cas de mon côté, parce que j'en sais rien. Alors moi, j'avais une question à poser à Xul Enfin, je voulais que tu m'aiguilles là-dessus. Et c'est la seule chose que je voulais savoir, mais c'est en fait, moi, quand j'ai vu, bien évidemment, cette nouvelle, Robert Lewandowski absent pour peut-être même les deux confrontations, finalement. En gros, c'est tout se dit, oh là là, catastrophe pour le Bayern qui perd son grand attaquant, le grand attaquant. et en fait, moi, en prenant un peu de recul sur la chose, je me suis dit, mais est-ce que le Bayern, finalement, parce que quand tu as Robert Lewandowski, bah, tu cherches plus Robert Lewandowski. Alors après, ça reste au Bayern, tous les joueurs peuvent marquer, bien évidemment. On l'a vu avec Goretzka, que ce soit Sané, Coman et tout ça. Est-ce que finalement, quand tu as Lewandowski, bah, tu verrouilles le problème de Lewandowski, et puis après, bah, finalement, tu es un peu plus tranquille. Là, vu qu'il n'y a pas Robert, est-ce que le danger va pouvoir venir de tous les côtés, finalement, et que finalement, bah, c'est peut-être pas un mal pour un bien. Alors, j'irai pas jusque-là, parce que ça reste Robert Lewandowski, et sa qualité de neuf est incomparable en ce moment. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi ce fait-là qu'on va peut-être prendre ça peut-être un peu plus à la légère côté parisien, alors qu'ils ont totalement l'effectif pour que n'importe quel joueur marque, et que là, l'effet rouleau compresseur de tout un collectif se voit encore plus sans leur neuf, en fait. Bah, alors, j'espère pour eux qu'ils vont pas le prendre à la légère, parce que bon, il y a quand même Serge Gnabry, Leroy Sané, Thomas Müller, etc. Oui, évidemment. On a vu ce week-end jouer le Bayern de Munich en 4-2-3-1 avec Choupo-Moting en pointe, et donc Thomas Müller en MOC très avancé, voire faux neuf. Donc vraiment limite un 4-2-2-2 avec deux buteurs en pointe et Coman et Sané sur les côtés. Gnabry n'était pas là. Gnabry qui revient, je crois, pas de Covid, mais d'une petite blessure ou autre. Mais on a eu l'intervention de Hans-Dieter Flick, l'entraîneur du Bayern de Munich, qui a dit qu'il pouvait faire potentiellement jouer Serge Gnabry en numéro 9, donc à la place de Eric Choupo-Moting. Donc jouer avec donc en attaque, bon, la défense et le milieu ne bougent pas avec Kimmich et Goretzka, évidemment vous l'aurez compris, et jouer donc avec Kingsley Coman, Thomas Müller, Serge Gnabry et Leroy Sané. Donc voilà, et peut-être le Choupo, le fameux Choupo de Paris qui peut venger, on va dire. Je peux dire un petit mot parce que par rapport à ce que tu disais, Nana. Oui, bien sûr. Ouais, moi je pense que tu te méprends un peu et que ce sera pas du tout le cas, parce qu'on l'a vu la saison dernière en Ligue des Champions. Et puis même, en fait, je pense que si Lewandowski est là et qu'il marque autant de buts dans cette équipe, c'est juste parce que c'est le meilleur du monde à l'heure actuelle. Mais à côté de ça, l'Olympique Lyonnais, nous qui sommes supporters de l'OL, bien sûr, on en a fait les frais. On a bien vu que chaque joueur peut être décisif à n'importe quel moment. Quand on a vu que Serge Gnabry, d'un coup, peut prendre le ballon, faire un crochet et une frappe en pleine lucarne. Moi, je pense qu'il n'y a que les joueurs du Bayern ne jouent pas pour Lewandowski, même s'il y a forcément peut-être un peu de ça, comme tu dis, parce qu'il va chercher le record de Gerd Müller cette saison. Il y a un peu de ça, mais je pense que les joueurs du Bayern vont pas être bien plus dérangés que ça, qui est pas Lewandowski, et que ça va changer quasi rien au rouleau compresseur qui est le Bayern de Munich, parce que quand
peut jouer avec Sané, Kingsley Coman ou encore Serge Gnabry sur les côtés, que t'as Thomas Müller en métronome au milieu de ça, que derrière Non, t'es mais supporté c'est- par Kimmich et Goretzka. Tout le je monde peut rejoins, marquer hein, 3 buts par match. Il y aurait un triplé de Goretzka, je serais pas choqué, un doublé de Kimmich, je me dirais que c'est normal. Tu vois, enfin, pour moi, Non, il y mais a je quand rejoins même, ça, effectivement. Ouais. malgré tout, pour moi, en fait, au niveau de l'expérience et en tant qu'équipe, pour moi, il y a un monde d'écart entre le Paris Saint-Germain et le Bayern de Munich. Après, j'espère que le Paris Saint-Germain sera capable de me faire mentir, mais pour moi, il y a vraiment un monde d'écart. Je sais pas ce que t'en penses, Easywin. Ah, alors moi déjà de base je pense que à effectif au complet il y a quand même une marche importante entre les deux, mais d'autant plus là où le PSG, quand vous regardez l'effectif, on en parlait tout à l'heure, l'effectif de Dortmund, Paris c'est pas bien mieux. Hein. Paris, on a Icardi qui est pas là, on a Florenzi qui a le Covid, Verratti qui a le Covid, on a Bernat qui est blessé de longue date, Bernat qui est un très bon défenseur. Il y a Marco Verratti aussi, du coup. Ouais, je l'ai cité. Je l'ai cité et il y en a un autre au milieu de terrain, je vais manger son nom. Je vais manger son nom, un autre milieu de terrain qui n'est pas dans le groupe parce qu'il est trop juste aussi et il revient de blessure et c'est trop juste. Voilà, j'ai vu que Danilo il serait présent, il revient dans le groupe, mais bon, bah ça reste ok. Devant, tu regardes et tout, tu vas voir une attaque Mbappé, Neymar, Di Maria, ça reste sympathique quoi. On va pas se mentir. Et après, tu te retournes derrière ces trois-là et tu vois Gay, Mais même Gay, ça, c'est Danilo, pas Paredes. fou, hein. Ah ouais, c'est ça le Même problème. les trois affichés en attaque sans vrai numéro 9, on va pas voir un truc de fou parce qu'à chaque fois qu'on a mis Mbappé en pointe, c'était pas ça. Neymar en 10, en pointe, on l'a déjà essayé aussi. Et je pense qu'on n'a jamais essayé Di Maria en 9, mais je veux dire. Comme ce sera Moiskin. Non, ouais, je pense qu'il faudra faire jouer Keane. Hein. Et moi, pour moi, c'est une certitude, il faut faire jouer ce gamin parce que déjà, il se donne, il court, il mouille le maillot. Et en plus, avec les joueurs que tu as autour de lui, les joueurs autour de lui ne savent pas jouer sans vrai numéro 9 en fait. Mbappé ne sait pas jouer 9. Neymar, ce serait un faux 9 qui jouerait plus 10 avec 2 pointes sur les côtés. Mais en tout cas, les joueurs se retrouvent bien que quand il y a un réel 9 devant eux. Et je pense que Pochettino, il a intérêt à faire jouer Keane. Hein, s'il n'a pas Icardi, c'est une certitude. Hein. Juste une seconde, hein, ça va jouer sûrement avec Mitchell Baker et Thilo Kehrer sur les côtés. Vraiment, non mais vraiment, Serge Gnabry et Leroy Sané, ça va les déranger Non mais ça va les déranger. Ah mais Kehrer il jouera pas, hein. J'espère que ça va. Mais si, bien sûr que tu vas jouer Kehrer, parce qu'il n'y a pas Florenzi. Ça va être Kehrer. Non mais c'est avec comment il s'appelle Dagba, ça va être Abdou Diallo à gauche et Dagba à droite, ça va être Abdou Diallo, Dagba, mais c'est Leroy Sané, Serge Gnabry, mais enfin vraiment. Je suis d'accord, dans tous les cas, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, de toute façon, Kimpembe et Marquinhos, ils vont devoir sortir le match de leur vie. Hein, pareil pour Keylor Navas. Non, mais le problème pour moi, c'est que s'il n'y a pas Marco Verratti, comment tu sors du contre-pressing du Bayern? Tu récupères le ballon, tu le perds. Ça va être aussi simple que ça. Je pense qu'ils vont avoir 30. Allez, je fais un petit pari, 32% de possession pour Paris. Pas plus. Alors, je viens de regarder, ils auront même pas Paredes, hein, parce que Paredes est sûr. Aïe. Il faut pas de Paredes, pas de Verratti, pas de Kurzawa, pas de. Non mais il y a pas Florenzi, il y a pas Bernat. Gros, ça va jouer avec Dagba, Kehrer, Mitchell Baker. Non mais ils vont se faire atomiser sur les côtés, c'est pas possible. Ouais, ça peut être une déculottée parce que mais ça peut tourner vinaigre. Si t'as que devant qu'il y a des gros joueurs, si au milieu de terrain ils vont être inexistants, ça peut il y a un monde d'écart entre ces deux équipes. J'espère qu'ils vont pas se prendre un 8-2 quoi ou un bail comme ça parce que il y a un monde où Mbappé touche 10 ballons dans le match et c'est tout. Ouais, c'est possible, mais je pense pas. Enfin, on verra bien après. Hein. Après, si Paris tient aussi défensivement, tient le choc, et que derrière ça joue bien en contre et qu'il se loupe pas, ça peut créer le doute. Nous, si Lyon avait mis un poteau à la 10e minute, le match change totalement en demi-finale de l'année dernière et on sait pas le visage qu'aurait eu le Bayern. C'est vrai que Bayern, on les a jamais vus trop menés. Donc, est-ce que quand ils sont menés, finalement, ils perdent la foi? Je ne pense pas. Ça reste le Bayern. Je pense qu'ils montrent encore plus. Mais je veux dire, il y a peut-être ça aussi. Si le Bayern, au bout de 20-30 minutes, les occasions ne rentrent pas et qu'en face, Mbappé, il a une action, un but, un tir, tu vois, ça peut aussi jouer là-dessus. Non, c'est la mentalité allemande. Ce qui tend à voir, ce serait plus, effectivement, avec tous les absents que vous me dites. Là, moi, je ne voyais pas la liste aussi longue du côté de Paris. Ça va être chaud quand même pour Paris. Hein. Ils ont intérêt, comme l'a dit Marco, sortir un très très gros match là. Et puis ce ne sera pas un, ce sera deux. Attends, c'est mercredi. La liste, elle peut se rallonger pour Paris. Hein.
Ce sera 2 matchs qu'il faudra sortir. Il y a Pochettino qui va se blesser, tu vas voir. C'est sûr. Tourelle sur la glacière. Ah oui, c'est vrai, Quel beau parce qu'il souvenir. s'était. Ouais, c'est vrai. Enfin Incroyable. bon, les frérots, voilà pour ce Bayern Paris Saint-Germain. Ouais. On espère Ouais. pour le Paris Saint-Germain que ça va bien se passer, mais voilà, de notre côté, vous l'avez compris, il y a vraiment pas beaucoup d'espoir. J'ai peur. Malgré l'absence de Lewandowski, parce que défensivement et au milieu de terrain, c'est pas la même équipe, quoi. Ah, comme tu l'as dit, C'est on quand aura même bien plus fou à que le dire PSG, après le match aller. Je pense que c'est un match comme ça où on y verra bien plus clair après le match aller, je pense. Pour voir Quand déjà même l'état fou que d'esprit le affiché. PSG ait aussi peu de profondeur de banc autant d'années après Le en Qatar. défense et que t'es encore Kurzawa qui joue, quoi. Des trucs comme ça. Enfin bon, Ouais. et que t'es Peu qu'il Florenzi avait. qui a 30 piges qui soit titulaire et que la seule solution ce soit des petits gamins. Après, Le bon, PSG, il y a vraiment un souci. côté Bayern, on en parle beaucoup de cette rencontre parce qu'on est français, évidemment. Il y a aussi Alphonso Davies qui est pas là, mais ça fait jouer, tu vois, en sub. Il y a Théo Hernandez. Enfin, Lucas Hernandez, pardon. Mais comme il joue à gauche, j'ai pensé Théo, mais ils sont Mais frères. oui, Ziggy. Mais Voilà. oui, Ziggy. Ziggy. Ziggy, Choupo le doublé, il a dit. Ouais, voilà. Ce serait pas l'histoire quand même. Choupo-Moting, un petit Ce serait Coman. beau, là, hein, ce serait beau. Ouais, je pense Ah pas ouais. qu'il jouera Choupo, il rentrera peut-être en fin de match. Je pense qu'il rentrera, ouais, par contre. Pour Il va l'histoire. rentrer même. 60e, 65e. Enfin, ça dépend de comment se passe le match, mais bon. Allez, but de Choupo et de Bounassar. Allez, on y va. Après, Lewandowski a 2 Tanguy jours. Kouassi. Lewandowski a 2 jours pour se remettre, hein, et Les supporters marseillais en ébullition après un scénario comme ça, je pense. Bounassar et Choupo qui marquent là contre Paris. Marseille, Kouassi. Marseille. Non en mais feu, Kouassi, frère. mec. Et Mais Kouassi, juste- le petit type parisien qui a préféré signer en pro au Bayern. Ah, ouais, non. juste, je vais. En tout cas, des très beaux matchs cette semaine en Ligue des Champions. J'ai grand hâte Clairement. d'être demain soir. Tu sais, quand tu vas te réveiller demain matin, les réveils de Ligue des Champions, vraiment, je les savoure. Je me réveille le matin, je me dis, mais putain, mais ce soir, il y a du beau football à la télé, bordel. Mais quel plaisir de vivre cette vie-là, putain, frère. Ah, je suis rushé la Ligue des Champions. Je vous ai affiché du coup comment le Bayern avait joué contre Leipzig, Leipzig ce week-end. Voilà. Faut Et pas il- grand chose là d'ici. Ils vont mince. Et ils vont sûrement jouer à peu près pareil. Je pense que c'était un gros test de Hansi Flick. Donc Ouais, voilà. je sais pas. Flèche inversée, comme j'aime l'appeler. Flèche inversée. Ouais, c'est ça. Comme diraient les Anglais. On dirait les Anglais qui ont plus d'argent. Alors que normalement, il aime bien les défenses à 3, du coup, il passera à 4 parce qu'il a que 2 milieux. Enfin. Voilà. C'est. Quand tu vois la gueule de l'équipe, hein, tu te dis que c'est pas la. Enfin, comment Paris a pu mettre autant d'argent sur Neymar et Mbappé et avoir ce milieu de terrain et cette défense, ouais, Je trouve limite l'équipe de Leipzig plus solide que celle de Paris, mais bon. Je savais que ça allait finir comme ça. Je te jure, il a mis ça aussi, c'est sûr. Ça va finir comme Ils sont à la même place en championnat. ça. Fosberg, Ah, mais supérieur l'équipe- à Neymar, c'est futur sujet. genre. Ah, mais de toute façon, c'est pas. Non, mais je les connais, c'était pour la vanne de fin. En tout cas, messieurs, on va en rester là, voilà, sur ce PSG Bayern. On a bien Ils jouent discuté. plus fort que Paris, nous dit Mirage. Fort que Paris. Bah, presque plus fort que Marseille, en tout cas. Schalke meilleur que Paris, point d'interrogation. Sheffield et Schalke. Bon, en tout cas, les frérots, voilà, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à vous raconter ce soir. On va mettre un point à cette soirée qui était fort agréable, malgré petite pensée pour notre roule taxe familial qui a dû s'absenter à cause d'une urgence. Donc, on a mis un petit screen de sa tête pour ne pas l'oublier. Oh, Et c'est voilà, pas- soirée chargée. On a eu beaucoup de discussions, beaucoup de parlottes ce soir. Et très intéressant. Donc, les amis, début de semaine sur VK, plein de streams qui arrivent. Hein, vous connaissez les bails. N'hésitez pas à follow si vous n'avez pas follow. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, etc. Je vous fais la bise, je vous dis bonne soirée et à plus les trompettes.